qui vont arriver. Et moi, je me permets de commencer. Donc, on a le plaisir de vous proposer ce webinaire qu'on a intitulé RSE Engagez-vous, un webinaire qu'on co-anime avec notre charmante partenaire Alix Delaverne qui va se présenter dans un instant. Bonjour. Bonjour Alix. En deux mots, qui sommes-nous? Eh bien, vous, peut-être certains d'entre vous, vous nous connaissez. Donc, je suis Laurent Paris, associé gérant au cabinet Ergo Conseil et Aménagement, et je suis économiste et expert RSE ESG. ESG, on va découvrir pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est dans un instant. Nous accompagnons notamment les entreprises en matière de santé au travail et de RSE pour les aider à développer une performance durable et responsable. Donc, en matière de RSE et de SG, nous proposons notamment des formations, du conseil et de l'accompagnement au déploiement de la démarche RSE, de l'accompagnement et de la mise en place d'audits dans le cadre du reporting ESG, la fresque du climat, du bilan carbone. On essaie d'être le plus complet sur ces enjeux-là. Je vais laisser la parole à Alix pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour à tous. Donc, je remercie Laurent de m'avoir invité aujourd'hui pour participer à ce webinaire et vous présenter d'autres facettes que le cœur de la RSE. Donc, je suis fondatrice d'Activio CSA, un conseil en stratégie RSE. J'accompagne depuis 2016 les entreprises dans leur stratégie RSE à différents niveaux et notamment dans le diagnostic et l'évaluation de maturité RSE, la préparation à la labellisation, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire EcoVadis, engagé RSE ou Bicorp. Évidemment, l'accompagnement à la construction de stratégies RSE dans la définition de la mission de l'entreprise, des valeurs, la construction de la stratégie et du plan d'action RSE et puis une dernière partie importante qui est la communication RSE. Enfin, j'ai développé des modules de formation et de sensibilisation des équipes à la RSE puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes pour que les équipes montent en compétences sur le sujet et donc à la fois sur le décryptage des réglementations, l'introduction à la RSE et aux ODD, des ateliers fresques du climat et biodiversité, et enfin des ateliers sur l'éco-conception et les achats responsables que je pratique depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Voilà. Merci Alix. On vous redonnera la parole d'ici un moment pour aller un peu plus loin, notamment sur une approche plus sectorielle des enjeux de RSE. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous expliquer ce qu'est la RSE pour ceux qui la découvrent et pour ceux éventuellement qui la redécouvrent, comme un peu Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, peut-être, et j'espère, vous faites de la RSE déjà depuis un certain temps sans forcément avoir mis une étiquette RSE sur les pratiques que vous développez. Alors, la RSE, elle a de multiples entrées, mais elle a aussi plusieurs définitions. On peut déjà retenir celle qu'ont donné les commissaires européens, c'est l'intégration volontaire par les entreprises, et même plus largement par les organisations, des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et productives, en tenant compte des intérêts de leurs parties prenantes. À peu près tout est dit. Alors des fois, on se trompe, on parle de responsabilité sociale ou sociétale. Est-ce qu'on se trompe vraiment, en fait? On parle, bon, des fois, le E, on le confond aussi avec environnement. On verra que ça va plus loin que la préoccupation environnementale en matière de RSE.
Et maintenant, on entend aussi de plus en plus parler tout simplement de responsabilité sociétale. Voilà, on raccourcit encore le terme. Euh, L'idée, c'est que l'entreprise, l'organisation puisse finalement, d'une certaine manière, rendre des comptes vis-à-vis de son environnement au sens large, pas que l'environnement voilà, écologique, comme on peut l'imaginer, mais dans son environnement au sens large, et qu'elles tiennent compte, comme ça a été dit, des intérêts de leurs parties prenantes. Parties prenantes, c'est, on pense évidemment aux salariés, aux clients, mais pas que. C'est finalement toutes les autres organisations qui interagissent ou qui ont un moment, un intérêt, ou qui rencontrent le parcours de vie de votre entreprise. La RSE, c'est aussi pleinement lié aux enjeux de développement durable. Euh, Comment on s'assure aussi que l'activité de l'entreprise participe à la soutenabilité, à la durabilité de l'environnement dans lequel elle intervient. Et la RSE, et c'est aussi le sujet de ce webinaire qui s'appelle RSE Engagez-vous, il est bien temps de s'engager, c'est aussi des engagements. C'est un ensemble de pratiques pour lesquelles on n'est pas uniquement dans l'annonce, mais on va être en capacité de montrer ce qu'on a fait et de montrer aussi les progrès qu'on réalise. Donc des engagements concrets et durables pour avoir un impact positif sur une société et sur un environnement qu'on veut économiquement viable. Donc l'enjeu de développement durable, vous l'avez bien cerné, il est au cœur de cette démarche. Le développement durable, c'est des choses dont on entend parler depuis un certain temps. On les a peut-être un peu oubliés, ces principes-là. C'est ce qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et quel finalement héritage, quel legs on va transmettre à ceux qui arrivent et qui ont besoin de pouvoir aussi continuer à vivre dans un monde euh, à la fois viable, à la fois vivable et à la fois équitable. Donc la RSE, c'est le point de rencontre aussi en termes d'équilibre entre l'environnement, donc cette fois-ci on parle bien de l'environnement physique, écologique, l'économie et le social. Alors, on est pleinement dans une prise de conscience et dans une démarche qui est collective, qui est internationale. Pour preuve, les Nations Unies ont développé 17 objectifs de développement durable que vous voyez à l'écran, qui se déclinent eux-mêmes en un certain nombre d'indicateurs. Et la RSE, dans notre pays, mais partout ailleurs, mais aussi dans notre pays, il ne faut pas le négliger, doit concourir à l'atteinte de ces 17 objectifs de développement durable. Voilà. Alors, on n'est peut-être pas le pays le moins bien placé sur un certain nombre de ces objectifs, mais quoique, c'est une vision transversale, c'est une vision à long terme, et donc on doit s'attacher au travers des actions que mène l'entreprise dans son quotidien vis-à-vis de ses parties prenantes à traiter de l'ensemble de ces 17 objectifs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup RSE parce qu'on a ces problématiques climatiques, voire énergétiques, qui sont là et qui sont de plus en plus présentes. Et effectivement, la RSE aussi contribue évidemment à cette dimension de rechercher des pratiques vertueuses, économes, appropriées, qui vont être en capacité de nous rendre aussi moins vulnérables par rapport à ces problématiques climatiques et énergétiques. Tout le monde a en tête, mais c'est quand même bien de le rappeler, les travaux du GIEC qui ne cessent d'alerter sur des problématiques de réchauffement climatique et dans les pires des scénarios, des températures qui sont
deviennent proprement invivables et qui remettent en cause la continuité d'un certain nombre d'activités. On est sur des scénarios qui peuvent paraître aussi éloignés dans le temps, mais on a aussi des études maintenant sérieuses qui montrent que c'est dès à présent, vu les effets provoqués, qu'il faut agir. Il risque d'être un moment trop tard. J'ai mis aussi en référence, l'idée n'est pas de vous effrayer, mais de prendre quand même en compte la nature des impacts des activités humaines et donc des entreprises sur l'environnement, les limites planétaires. Voilà, notre planète, notre belle planète, qu'on apprécie tous, comporte des limites physiques que les scientifiques sont capables de mesurer, de vérifier la qualité de ces limites physiques. Et malheureusement, c'est il faut le constater, aujourd'hui, en 2022, 6 des 9 limites planétaires qui sont suivies et que vous voyez dans le schéma de droite seraient dépassées, au sens où on compromet durablement, là pour le coup, l'aspect viable à la surface de la planète. Voilà. Et on est sur des effets qui sont quand même extrêmement dramatique en termes de conséquences, le cas échéant. Voilà. Donc, je ne voulais pas non plus trop vous alerter là-dessus, mais il faut prendre en compte aussi, évidemment, cette dimension. Alors, la RSE, aussi, comme dans pas mal d'activités de cet ordre-là, elle a besoin d'un cadre pour pouvoir fonctionner, même si on peut faire de la RSE, comme je le disais tout à l'heure, sans le savoir. Et donc, en 2010, une norme, la norme ISO 26000, donc au niveau international, la quasi-totalité des pays qu'on connaît à la surface du globe a approuvé cette norme qui a eu un certain temps pour émerger. Elle-même, elle a mis une dizaine d'années pour émerger, mais en 2010, les pays ont ratifié une norme, l'ISO 26000, qui est norme non certifiante, dans le sens où, quand vous la comparez par exemple à ce que vous pouvez connaître, les 9001 ou les 14001, où là, on va être dans des processus d'audit certifiant. Là, on est sur une démarche volontaire. Jusqu'à présent, les signataires internationaux ont voulu une démarche volontaire qui concerne toutes les organisations, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre d'être très gros ou avoir un énorme chiffre d'affaires ou d'être dans un secteur en particulier pour pouvoir se préoccuper de la RSE. Et d'ailleurs, on va voir dans un instant pourquoi. C'est donc un ensemble de lignes directrices, de recommandations qui permet à l'entreprise, dans une démarche de progrès, d'amélioration continue, c'est un travail de longue haleine, va pouvoir aller vers des pratiques de plus en plus vertueuses vis-à-vis, encore une fois, de l'ensemble de ces parties prenantes qui sont aussi bien à l'interne qu'à l'externe. La RSE, donc, c'est bien un enjeu de responsabilité. Une entreprise prend des décisions, mène des activités qui ne sont pas déconnectées de la société et de l'environnement. Donc, elle oblige à un comportement éthique et transparent en vue du développement durable et de contribuer à un objet qui est plus grand qu'elle, qui n'est pas le simple objet économique ou l'objet social, mais on parle maintenant de raison d'être, hein, depuis la loi Pacte 2019, donc un objet plus grand qu'elle qui va contribuer à ce que la santé et le bien-être de la société soient au rendez-vous. Alors, quels sont les principes, les 7 principes qui vont être transversaux à toutes vos actions en matière de RSE? Bien, c'est la redevabilité. Voilà, en tant qu'entreprise, on est aussi redevable, par exemple, des ressources qu'on utilise. Voilà. C'est la transparence, c'est on dit ce qu'on fait et on prouve ce qu'on fait. C'est un comportement éthique. Voilà. On place l'éthique au-delà de simples intérêts mercantiles. C'est l'intérêt des parties prenantes, donc c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. En tout cas, c'est je suis à l'écoute de mon écosystème. C'est un principe de légalité parce que, mine de rien, quand même, on est dans des états de droit et la RSE s'oblige
à minima à respecter les cadres légaux, qui soient du niveau du commerce, du code du travail, de la, de la, euh, de l'environnement, bah, voilà, de tous les aspects légaux auxquels doit obéir une entreprise. Les normes internationales de comportement, bah, c'est notamment par exemple ce que prévoit l'OIT en matière de travail, hein, le fait par exemple d'être conforme aux normes internationales du travail. Et puis, et pas des moindres, les droits de l'homme, euh, parce que ben, on peut considérer qu'on est dans un pays des droits de l'homme, et heureusement, mais on peut être aussi amené à travailler quand on est une entreprise qui a une activité à l'international avec des pays où les droits de l'homme, eux, par contre, ne sont pas forcément systématiquement respectés. Donc c'est une vision effectivement humaniste, mais voilà, au périmètre du périmètre global de l'entreprise. C'est pas uniquement qu'en France, c'est partout où elle est amenée à avoir des relations avec les parties prenantes. Alors, une fois qu'on a compris que la RSE, c'était une politique, un ensemble de pratiques qui va vers le développement durable en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes, on va décliner ça en grandes questions centrales. Et tout ça nous est encore une fois bien expliqué par la norme ISO 26000 que j'ai introduit il y a un instant. Cette norme met en avant 7 questions centrales, 7 piliers. Des fois, vous entendrez parler de piliers de la RSE, ces questions centrales, sont elles-mêmes déclinées en domaines d'action, 37 au total, donc qui se ventilent dans chacune des questions centrales et qui vont vous être finalement utiles pour ensuite développer vos actions spécifiquement, qui des droits de l'homme, qui de la protection du consommateur. Donc, quelles sont ces, justement, questions centrales? Au cœur du dispositif, volontairement, on place comme question centrale essentielle la gouvernance de l'organisation. C'est pour ça que dans le schéma qu'on vous propose, vous la trouvez au centre du dispositif. Il n'y aura pas de RSE sans une gouvernance acquise à cette idée-là. Voilà. C'est la raison d'être, c'est les valeurs, c'est la vision, c'est la stratégie portée par le dirigeant ou les dirigeants même de l'entreprise. Voilà. On ne s'attend pas en matière de RSE, même si évidemment il faut accompagner et faire approprier par l'ensemble des collaborateurs, que la RSE vienne de la base, comme on dit. La RSE, elle doit être portée à chaque instant par le dirigeant, et c'est ensuite la colonne vertébrale de l'entreprise. Donc c'est pour ça que, comme première question centrale, on va mettre vraiment en avant la gouvernance de l'organisation. Et donc c'est finalement toutes ces décisions, tous ces processus de prise de décision qu'on va analyser sous l'angle sont-ils vertueux? Voilà. On va trouver comme deuxième grande question centrale les droits de l'homme. C'est l'ensemble des dispositions qui vont, par exemple, toucher au travail des enfants, au respect des droits élémentaires des uns et des autres, aux droits civiques, la possibilité d'avoir ses opinions et qu'on ne soit pas discriminé pour ça. C'est aussi tout ce qui concerne l'inclusion notamment des collaborateurs. Donc voilà, on est dans le package des droits de l'homme au sens large et toutes les actions qu'on peut avoir à mettre en œuvre pour s'assurer qu'on ne transgresse pas ou on ne discrimine pas les droits de l'homme. Ensuite, on a les relations et conditions de travail. Donc, c'est tout ce qui est fait autour de la relation entre l'employeur et ses employés, au titre des relations contractuelles, des représentants du personnel, des dispositifs de prévention du- des risques professionnels. Voilà. Donc là, on va s'assurer que on est non seulement euh, à respecter, mais aussi à être vertueux en matière de dispositions liées aux conditions de travail. L'environnement, évidemment, l'environnement est
une question centrale importante, dans laquelle on va trouver tout ce qui est l'utilisation raisonnée des ressources, la prévention de la pollution, la protection de la biodiversité. On va être vraiment l'adaptation au changement climatique, on va être sur le cœur aujourd'hui de ce qui peut être perçu comme étant la RSE, et on voit bien que c'est pas que ça la RSE, mais voilà, c'est comment aussi on est beaucoup plus harmonieux, voire économe, hein, dans notre rapport à l'utilisation des ressources. La loyauté des pratiques, eh bien, c'est faire du business en le faisant de manière loyale, donc la lutte contre la corruption, la transparence, le fait qu'on ait des pratiques commerciales qui soient incontestable, voilà, donc on va avoir aussi, à ce titre-là, à vérifier ou à s'assurer que, toute notre contractualisation, par exemple, avec les différentes parties prenantes de notre chaîne de valeur, se font, de manière, loyale et régulière. Par exemple, en matière de marché public, voilà, fixation des prix. La protection du consommateur, eh bien, les produits qu'on commercialise, les services qu'on commercialise sont à destination de clients, de consommateurs, qui eux-mêmes ont, des droits à l'information, des droits à la qualité. On doit leur vendre des produits, qui ont, un sens, qui sont, bons pour la santé des consommateurs. On doit respecter le RGPD, voilà, on ne pas avoir une utilisation abusive des informations qu'on récolte sur les consommateurs. Et dernière question centrale, la contribution au développement local, l'ancrage local. Il est important aussi de travailler en interaction avec son environnement et comment on investit aussi, quel rôle on a sociétal avec l'environnement physique dans lequel on est implanté. Voilà. Est-ce qu'on a des activités de mécénat, des activités de développement, par exemple de l'éducation et de la santé à l'endroit où on développe nos activités. Voilà. On ne vient pas, on se sert et puis on s'en va. Alix me fait remarquer que je suis bavard, donc j'accélère. J'espère que ça va toujours pour vous et que ça vous intéresse. Donc les étapes d'une démarche de RSE, on est véritablement dans une logique d'amélioration continue. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Alors, dans certains cas, il ne faut pas trop tarder parce que voilà, on voit quand même qu'il y a des enjeux très importants, notamment climatiques. Mais l'idée, c'est voilà, on se fixe des objectifs, on les met en place, on les mesure et on s'améliore. C'est le fameux PDCA, le Plan do Check Act, que ceux qui connaissent l'amélioration continue, la roue du progrès, sont familiers. Donc d'abord, on aligne la stratégie sur les objectifs de développement durable, donc l'importance de la gouvernance, l'importance de la volonté du dirigeant d'orienter son entreprise dans la RSE. On cartographie ses parties prenantes, donc ça, c'est pas une mince affaire. Quand on travaille avec des entreprises et qu'on commence par là, elles sont toujours étonnées de voir qu'elles ont 40, 50 parties prenantes en y réfléchissant bien. Ça peut être son assureur, son banquier, le maire, l'ONG. Voilà, c'est pas uniquement les salariés et les clients, hein. Et on dialogue avec elles. C'est pas uniquement je les recense, mais je dialogue avec elles et j'entre en discussion pour m'assurer que ce que je mets en place aussi a du sens et est respectueux de leurs propres intérêts. J'identifie des actions prioritaires à engager par domaine d'action. Donc, je reprends mes 37 domaines d'action et je vais me fixer par un système d'amélioration continue, des actions tangibles qui vont répondre aux objectifs que fixe la norme ISO 26000 et là où je ne suis pas encore exemplaire. Voilà. Et je déploie les actions et je mesure leur efficacité pour me permettre d'aller plus loin ou de faire mieux quand j'ai encore des progrès à réaliser.
Avant de donner la parole à Alix, j'aimerais vous sensibiliser aussi à un autre élément qui est en lien avec la RSE, parce que vous vous doutez bien que c'est bien beau d'avoir une pratique volontaire, même si encore une fois la norme pour le moment s'impose pas, mais qu'elle est d'acquisition volontaire pour les entreprises. Il faut bien qu'à un moment la puissance publique, et là on parle même au niveau international, hein, européen notamment, puisse vérifier que les entreprises euh, sont conformes à la trajectoire bas carbone, par exemple, et qu'elles sont en capacité de reporter des données extra-financières. On a bien l'habitude de reporter des données financières, mais l'enjeu dans les prochains temps pour les entreprises, et les seuils descendent progressivement pour atteindre le plus grand nombre d'entre elles, c'est d'avoir un reporting extra-financier. Donc, ce sont les fameux ESG, ESG pour environnement, social et gouvernance. Si vous voulez, comme vous avez compris ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la RSE, finalement, le ESG et RSE, c'est à peu près la même chose, entre guillemets, si ce n'est que là, on est sur le volet reporting des entreprises. C'est à côté de l'analyse financière, le pilier de l'analyse extra-financière. Vous avez vos comptes, votre comptabilité, et vous avez les ESG à côté. C'est comment on prend en compte la gestion réellement responsable pour évaluer la responsabilité des entreprises. Et c'est pas sans rien, parce que demain, ça veut dire que la valeur de votre entreprise, elle sera non seulement indexée sur des indicateurs de bilan, de compte de résultat, mais elle va être indexée sur des indicateurs ESG. En cas de cession, d'acquisition, de transmission de votre entreprise, mais aussi d'aller chercher des financements, un banquier ou sur les marchés financiers. On va vous screener sur ces indicateurs-là. Si vous êtes vertueux, vous aurez le droit aux finances. Si vous ne l'êtes pas, passez votre chemin. Vous devrez d'abord retravailler votre stratégie, vos investissements, ou prendre le risque de vous couper des marchés publics, des marchés financiers ou d'un tas d'autres business que progressivement, par ruissellement, on va vous imposer de devoir justifier des reporting ESG. C'est une évolution récente, mais qui monte en puissance. On a commencé par regarder ce que faisaient les entreprises purement financières, puis maintenant on va vers les entreprises de tous les secteurs d'activité, les grandes entreprises dans un premier temps, et puis progressivement on va descendre déjà là aux entreprises de 250 salariés ou aux PME cotées. Et on va obtenir progressivement, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau US, un standard d'indicateur pour lequel on va devoir régulièrement produire des données. Et donc, ça veut dire que à l'intérieur de votre entreprise, il sera désormais temps d'avoir un système d'information qui soit capable d'alimenter ça quasiment en temps réel pour pouvoir témoigner de votre côté vertueux ou responsable. Alors, je laisse évidemment à la lecture plus approfondie, hein. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent avoir le PowerPoint, de mettre votre adresse email dans le webinaire, hein, dans le chat, comme on dit, et on vous enverra sitôt la fin de ce webinaire le PowerPoint. Mais voilà, ce que j'ai dit, c'est il faut avoir en tête ces trois grandes obligations qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Le FDR qui concerne les acteurs financiers, surtout le CSRD, là qui vous concerne toute entreprise à partir du moment où vous avez les seuils, c'est-à-dire aujourd'hui les 250 salariés ou que vous êtes une PME cotée, et puis la taxonomie qui est sur le même périmètre aujourd'hui que les CSRD, qui concerne plus particulièrement votre trajectoire bas carbone, c'est-à-dire notamment votre dégagement de CO2. Voilà. Et à la fois pour vous, mais à la fois pour ceux avec qui vous êtes amené à travailler. Donc, on parle de différents scopes, 1, 2, 3, jusqu'au moment où vous allez aussi être en capacité de voir quel est le dégagement carbone, CO2, de ceux que vous faites travailler. Voilà. Ça, c'est un élément important. Il faut bien comprendre que par ruissellement, demain, même si vous n'êtes pas une entreprise de 250 salariés, si vous travaillez avec des donneurs d'ordre de cette taille-là, ils vont progressivement vous demander de montrer patte blanche en termes de ESG.
Et la donnée temporelle, eh bien, elle est assez proche parce que la taxonomie au niveau européen, elle a commencé. On doit envoyer les premières données là, dès 2022. Ce qui est surtout important, c'est de voir qu'à l'horizon 2025-2026, ça peut paraître loin, mais ça va très très vite quand on n'est pas encore prêt en matière de RSE. Pour les entreprises du périmètre CSRD, c'est quasiment demain, 2025, sur l'exercice 2024, on remonte les premiers indicateurs. Voilà. Donc ça peut aller très 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 vite. Les indicateurs, vous les trouverez en termes de premier jet dans les deux diapos qui arrivent. Ils sont bien sûr donc sur l'environnement, le capital humain, l'aspect sociétal et la gouvernance. Aujourd'hui, on est encore en attente de la liste précise des indicateurs, mais là, vous avez une bonne idée des indicateurs qui va vous être un moment que vous êtes demandé de traiter et de suivre. Et vous voyez que dans certains cas, c'est pas piquer des hannetons, comme on dit, hein, pour filer la métaphore écologique. Voilà, donc il y a des sujets qui sont aujourd'hui à prendre à bras le corps, surtout quand on n'est pas armé, hein. Voilà, donc je vous laisserai les découvrir avec plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les bénéfices du reporting, donc vous les avez compris, ça vous aide à piloter votre stratégie RSE, ça permet une gestion des risques, c'est pas le moindre, hein, quand vous êtes aujourd'hui carboné et qu'on vous dit demain vous pourrez plus faire, il faut quand même s'adapter en termes de stratégie. C'est un outil de communication et de valorisation en interne et c'est aussi un outil de communication en externe. Je vais passer dès à présent la main à Alix, mais on va voir tous les intérêts qu'on a aussi à communiquer autour de la RSE et des ESG. Donc, je laisse la place à Alix pour vous expliquer qu'il est temps de vous engager. Alors, je vais donc partager ma présentation. Non. Et moi. Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Est-ce que l'on voit bien mon écran? On le voit, moi je le vois. Voilà. Donc, bonjour. Donc, effectivement, pour compléter ce que vient de vous présenter Laurent, le sujet de ce webinaire, c'est bien engagez-vous. Le titre de ce webinaire, c'est bien engagez-vous et non pas faut-il ou pas s'engager dans la démarche. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est bien que vous vous interrogez sur le comment et à quel degré faut-il s'engager en RSE et non plus faut-il y aller ou pas. Effectivement, le contexte global aujourd'hui de l'enjeu climatique et des bouleversements profonds générés par la crise du Covid et la guerre en Ukraine ont mis en exergue la nécessité pour les entreprises, euh, évidemment, d'entamer ce virage qui intègre évidemment la diminution des impacts, mais plus encore la création d'impacts positifs pour la société en général. Et aujourd'hui, on voit que la vision de la RSE, qui était jusqu'à présent un peu une vision de conformité aux réglementations diverses et variées, évolue réellement et évolue dans le sens justement d'une vision qui est double et que je vais vous présenter maintenant. Donc, aujourd'hui, la RSE est devenue un véritable enjeu stratégique incontournable pour les entreprises et un véritable levier de performance. Dans quel sens? Dans le sens d'une double vision. On l'a vu encore une fois avec les différentes crises et les pénuries et les augmentations de coûts énergétiques et de matières premières, etc. Il s'agit bien d'une vision de gestion des risques et également de création d'opportunités. Donc, c'est un double versant avec une création d'opportunités qui est un versant
positif de création de valeur. Et la gestion des risques, c'est bien de s'organiser pour devenir une entreprise résiliente et capable de s'adapter à ces divers changements. Et notamment sur le fait que, comme vient de le dire Laurent, les réglementations sont de plus en plus pressantes et les seuils s'abaissent de plus en plus et vont concerner de plus en plus d'entreprises. Et puis, sur les risques, effectivement, on voit différents mouvements et la crise du Covid nous a fait remarquer avec une grande acuité qu'il fallait trouver des solutions pour gérer à la fois sa chaîne d'approvisionnement et ses coûts et ses surcoûts. Et enfin, la création d'opportunités. Aujourd'hui, la RSE, effectivement, est aussi un formidable outil pour innover et se démarquer vis-à-vis de ses concurrents. Et également, pour répondre à ce nouveau défi qu'on a vu plus particulièrement cette année avec le coup de colère des étudiants d'AgroParisTech, qui est celui d'attirer les talents et qui concerne à peu près toutes les entreprises aujourd'hui, avec des étudiants qui aujourd'hui ne regardent plus seulement le fait d'avoir un bon salaire et une bonne position, mais également qui demandent aux entreprises de s'engager. On parle donc Laurent vous l'a dit, on parle aujourd'hui de performance extra-financière. Et cette performance, on parle réellement de performance extra-financière. Pourquoi? Parce qu'on peut la mesurer. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait l'étude de France Stratégie en 2015. Et en comparant les marges brutes d'exploitation et les bénéfices par habitant et la valeur ajoutée, et qui en a déduit, au travers d'une analyse de 8500 entreprises en France, qu'il y avait un réel gain de performance de 13% pour les entreprises avec une stratégie RSE par rapport à celles qui n'en avaient pas. Donc, on est bien sur une performance additionnelle par rapport à la performance financière. Engagez-vous, vous vous posez la question, mais oui, mais en quoi ça peut bénéficier à mon entreprise, en fait, de faire de la RSE aujourd'hui? Et très souvent, les entreprises ne font pas le lien entre prendre en compte sa redevabilité et rendre compte de ses impacts sur la société et l'environnement, et le fait que cela puisse générer des bénéfices. Et en fait, ils sont très nombreux, on l'a vu tout à l'heure. C'est une question clé de pouvoir attirer les talents, puisque c'est l'innovation pour notre entreprise demain. C'est aussi une façon d'améliorer ses coûts quand on gère son efficacité énergétique. Son entreprise bénéficie directement de cette gestion. Donc ça, ce sont deux exemples, mais on peut aussi, comme l'a dit Laurent, accéder à certains financements, innover, se différencier, accroître son influence par rapport aux différentes parties prenantes ou sur son secteur, parce qu'on a un réel positionnement sur la RSE. Évidemment, fidéliser ses clients. Aujourd'hui, les donneurs d'ordre demandent de plus en plus à leurs sous-traitants soit de répondre de leur scope 3, soit de savoir ce qu'elles font avec leurs fournisseurs, etc. Donc, si vous avez une démarche déjà structurée, vous pouvez fidéliser et répondre aux appels d'offres de vos clients. Donc, les bénéfices de la RSE sont extrêmement nombreux. Mais c'est un peu comme toute démarche de stratégie.
ça dépend un peu des investissements que vous mettez et donc à quel degré vous allez vous investir. Donc les retours sur investissement de la RSE dépendent de la façon dont vous-même vous allez vous investir. Et donc aujourd'hui, et c'est ce qu'on perçoit, c'est réellement les entreprises qui ont intégré la RSE dans leur stratégie corporate qui ont le plus de bénéfices et de performances extra-financières. Alors aujourd'hui, on voulait aussi un peu vous montrer quel est le lien avec vos différents secteurs d'activité. Donc par exemple, pour la nutrition animale, donc c'est vous montrer un peu quels sont les engagements des différents secteurs. Et donc, comment cette démarche RSE va répondre aux différents enjeux globaux et impacts. Donc, pour le secteur, par exemple, de la nutrition animale, il s'agit bien d'avoir des objectifs, par exemple, donc, euh, dans tout ce qui est la matière première, importer moins de soja non déforestant ou réduire son impact carbone plus globalement par rapport aux matières premières ou encore développer l'attractivité des métiers et former et développer les compétences. Donc, c'est effectivement, quand on est sur un secteur, la nutrition animale, qui est extrêmement concurrentiel et où le facteur coût est extrêmement important, comment est-ce qu'on peut euh, donner une création de valeur à votre entreprise? Eh bien, c'est grâce à la RSE et c'est grâce au fait à la fois de diminuer ses impacts en amont, notamment en choisissant ses matières premières et en développant aussi euh, en développant les compétences en interne qui vont permettre d'innover. Donc ça, c'est un exemple sur le secteur de la nutrition animale. On peut aussi parler du numérique responsable, qui concerne aujourd'hui d'ailleurs toutes les entreprises et pas seulement les entreprises du numérique. Là, on vous a montré donc un exemple sur une application mobile. Une des façons d'aborder la RSE et la RSE dans son cœur de métier, c'est bien de comprendre tous ces impacts tout le long de sa chaîne de valeur. Et on va donc réfléchir, non pas uniquement sur son entreprise, mais bien sur ses impacts qui sont en amont et en aval. Donc en amont sur toute la chaîne d'approvisionnement et en aval chez les clients, par une utilisation chez les clients, et puis par la fin de vie qui est, comme vous le connaissez, le recyclage, etc. Et donc là, c'était pour juste montrer un exemple qu'effectivement, si on fait de l'éco-conception d'applications mobiles, on va s'intéresser à toutes les phases du cycle de vie du produit pour améliorer ses impacts. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ce n'est pas utile? Euh, Est-ce qu'on peut diminuer ses impacts environnementaux? Est-ce que ces fonctionnalités répondent bien à un besoin utilisateur? Est-ce que l'utilisateur peut faire des mises à jour, est en capacité de faire des mises à jour, etc. Donc, c'est aussi un autre exemple. Le numérique responsable, c'est très important aujourd'hui. C'est quand même 2,5, en France, 2,5% d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est également très important en termes de consommation d'énergie. Et ça va le devenir, on prévoit une multiplication par 5 dans les 10 à 15 ans à venir de l'impact du numérique. Un autre exemple, et je crois que nous avons une participante qui est dans ce secteur aujourd'hui, c'est l'événementiel qui s'engage également pour une croissance verte. Donc aujourd'hui, tous les professionnels du secteur ont bien compris qu'il était nécessaire de concevoir, de produire et de déconstruire également, c'est-à-dire en fin de vie, que fait-on à la fin d'un événement, et de le faire de manière responsable. Euh, on a tous en tête les déchets plastiques et les montagnes de déchets plastiques
et ce que ça représente. Donc aujourd'hui, organiser un événement, il est important de le faire de manière responsable. Donc c'est ce qu'ont compris les différentes fédérations et organisations autour de l'événementiel et qui propose notamment trois grands axes, qui est de réduire à la source et valoriser les déchets, de développer le réemploi et enfin de réduire le gaspillage alimentaire et favoriser le don lors de tous les événements. Et là, je vais relaisser Laurent parler Oui, sur le secteur médico-social. merci Alix. Effectivement, autre secteur qui peut être intéressé d'utiliser la RSE, notamment sous l'angle amélioration des conditions sociales et conditions de travail. On a, on a aussi cet aspect-là dans la RSE. On a aujourd'hui des métiers qui sont moins bien perçus ou pour lesquels il y a une forme de désaffection parce qu'on les juge pénibles ou moins valorisés au niveau social, alors que ce sont des métiers qui sont effectivement très utiles à la société. On pourra retrouver d'ailleurs des problématiques comparables dans le bâtiment, par exemple, hein, ou dans les métiers, par exemple, du terroir, hein, dans les métiers plus agricoles. On a des métiers aujourd'hui qui sont en difficulté de recrutement, des vraies grosses tensions de recrutement, et notamment parce que aussi ce sont des métiers pénibles, où il y a de la charge de travail, où les gens qui y travaillent ne sont plus forcément en accord en termes de qualité de services rendus. Donc ça agit aussi sur la reconnaissance, et finalement, c'est des métiers qui sont aujourd'hui désertés ou fuient hein, dans certains cas, et donc c'est des métiers en tension. Les métiers du secteur social et médico-social sont particulièrement concernés. Et donc, la RSE, c'est aussi l'occasion, il n'est jamais trop tard, hein, c'est vraiment aussi l'occasion de retrouver les bonnes formules, les bonnes pratiques qui vont améliorer les conditions sociales en termes d'emploi et de travail. Donc, ça va être aussi, par exemple, au travers de la reconnaissance des actions du personnel, la mise en débat du travail, par exemple, le management participatif. Aujourd'hui, on a des sujets en termes de revalorisation des métiers. Il y a un certain nombre de conventions collectives qui essaient de repenser l'attractivité des métiers par leur revalorisation. C'est des investissements, par exemple des investissements techniques qui permettent de soulager la pénibilité au travail, hein. C'est aussi des labels spécifiques. On a parlé tout à l'heure, Alix parlait de Bicorp, du label AFNOR engagé RSE, mais on a aussi des labels RSE sectoriels qui peuvent vous intéresser dans certains cas, dans ce secteur du médico-social, mais pas que. Vous avez des déclinaisons au niveau de votre secteur d'activité, avec des cadres d'audit ou d'évaluation spécifiques. On a aussi des enjeux de coopération entre les métiers, aujourd'hui, hein, de GPEC, hein, d'ouvrir, de décloisonner les métiers pour permettre justement une circulation des compétences et une meilleure prévention de l'usure professionnelle hein, dans certains métiers. Donc la prévention des TMS et des risques psychosociaux. Et aujourd'hui, même si ça peut vous paraître complètement déconnecté, on sait la puissance de la créativité en entreprise. Nous, on travaille beaucoup sur ces sujets-là et développer la créativité des salariés, les associer à des projets coopératifs dans, encore une fois, ce secteur qui s'y prêtent bien, mais pas que, sont aussi des moyens de levier d'amélioration des conditions de travail. Voilà, je crois qu'il nous reste à vous remercier de votre attention, évidemment. On a essayé d'être complet, condensé dans le timing. C'est toujours aussi difficile pour vous de pouvoir vous libérer et on vous remercie d'avoir pu participer à cette webconférence. Et peut-être on vous avez des questions dans le chat. Florian, qui est notre modérateur, peut-être vous trouvez des questions à nous poser, j'espère. En tout cas, c'est la parole maintenant à vous autres, là, dans les quelques minutes qui arrivent. Si vous avez des questions,
on est prêt, évidemment, Alix et moi, à y répondre. Je suis au regret de t'apprendre qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, c'est toujours le moment où l'animateur se sent extrêmement fébrile. Il ne sait pas s'il n'a pas été écouté Après, parce qu'il y a les feux de l'amour qui étaient plus intéressants que lui à ce moment-là à la télé, ou si son propos était rébarbatif. Voilà. Mais n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues, donc allez-y, posez, ça nous fera plaisir. En tout cas, nous, ça nous fera plaisir. après, s'il n'y avait pas de questions tout de suite, Oui, peut-être que ça pourrait être intéressant, je ne sais pas, que tu nous présentes aussi, si on s'engage dans ce type de processus RSE, comment on est noté, qu'est-ce oui. qu'il en devient, comment ça se passe si on rentre dans ce type de processus en fonction des 7 piliers, des 7, voilà. Ouais. Merci. Effectivement, donc, et puis Alix, tu compléteras parce que tu connais aussi d'autres labels, hein, mais on connaît bien, Alix et moi, un label qui s'appelle Engagé RSE, qui est le label AFNOR, pour lesquels on est, nous, évaluateurs. C'est un label qui fonctionne effectivement sur une cotation, sur une base de 1000 points, donc dans la logique d'amélioration continue dont j'ai parlé tout à l'heure, le PDCA, le Plan du Check Act. Vous avez un modèle de calcul de points qui est réparti sur l'ensemble des domaines d'action. Et selon que vous êtes plus ou moins vertueux, ben, vous pouvez aller de 0 à 1000. Mais bien sûr, il y a des steps, donc de 0 à 250, ben, vous allez être plutôt dans l'initial. De 250 à 500, vous êtes un peu plus confirmé. De 500 à 750, là, vous commencez à rentrer vraiment dans les tout bons. Et puis alors, il y a les 750 et 1000, c'est les exemplaires, mais ceux-là, on n'en a pas encore beaucoup vu. Voilà. Après, il y a d'autres labels, tu peux aussi peut-être en parler, qui sont peut-être un peu moins structurés de cette manière-là. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter, Alice. Oui, alors effectivement, il y a d'autres labels. Je pense que vous devez en connaître un qui prend beaucoup d'ampleur en France et à l'international aujourd'hui, et puis surtout pour tous ceux qui ont une chaîne de valeur à l'international et qui s'appelle EcoVadis et qui n'est pas à l'inverse du label engagé RSE AFNOR, qui est plus une évaluation de la RSE, des pratiques RSE, qui s'appelle EcoVadis. Et qui donc va évaluer, va vous permettre d'évaluer assez facilement ce qui se passe au niveau de vos fournisseurs en termes social et environnemental, avec un certain nombre de critères. Et il existe aussi un autre label qui est complémentaire à tout ça, qui s'appelle le Bicorp, et qui est plus aujourd'hui sur une vision d'avoir un impact positif sur la société et donc de faire reconnaître cet impact positif sur la société. Donc, c'est notamment le cas de grandes entreprises dont vous avez peut-être entendu parler récemment, comme Patagonia, qui est Bicorp depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc voilà. Sinon, j'ai vu que nous avions une question Oui, oui, sur le CSE oui, qui est très intéressante. Je vais te laisser y répondre oui, de façon plus approfondie après, mais je voudrais juste dire qu'effectivement, c'est reconnu aujourd'hui que le CSE a un rôle fondamental à jouer, d'une part, hein, par le fait qu'il soit en contact direct à la fois avec la direction et les employés, et d'autre part parce qu'il a donc aussi un rôle à jouer sur de formation, d'organiser un peu la formation sur justement la RSE un peu dans toutes ses dimensions. Les dimensions, par exemple, comment on organise la gestion du tri, aussi le fait de pouvoir, comment dire, recueillir les avis des salariés en termes de bien-être, de qualité de vie au travail, etc. Enfin, je vais te laisser compléter. oui. Merci Alix de ces précisions aussi bien sur
les labels que sur le CSE. Effectivement, il y a deux manières de l'approcher au niveau du CSE. Je pense qu'effectivement, il y a tout ce qui est prérogative. Hein, Simon parle du rôle à jouer. Hein, il y a le côté prérogative. Vous savez que la loi climat et résilience de l'année dernière, août 21, a élargi les prérogatives des CSE à multiples facettes. La consultation du CSE, qu'elle soit ponctuelle ou récurrente, doit élargir aux préoccupations environnementales. Vous devez être formé sur les questions de transition écologique et environnement en tant qu'élu de CSE. Et enfin, vous avez un outil de communication de données avec votre employeur qui s'appelle la base de données économiques et sociales et désormais environnementale. Il y a un E à la fin, la BDSE. Voilà, c'est un élément important. Mais là, c'est le côté, je dirais, très normé. Hein. Maintenant, il faut aussi le prendre comme une opportunité. Tout à l'heure, tu l'as très bien dit, Alix, il y a toujours le côté risque-opportunité. Opportunité, pourquoi? Parce que le dialogue social, c'est ce qu'il est en entreprise. Et là, moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est une vraie opportunité de reconstruire ou de construire un dialogue social très performant et très puissant. Voilà. Parce que grosso modo, on est tous sur la même planète, on est tous dans le même bateau, et je trouve que ça peut être vraiment assez intéressant, assez vertueux. Et par exemple, le fait de mettre en place, de co-décider de mettre en place des fresques du climat, par exemple, de se dire, voilà, on aimerait que dans les 6 prochains mois, tel pourcentage de nos effectifs ont reçu un atelier ou ont assisté à un atelier fresque du climat. Ça, c'est des belles opérations qui permettent de mettre en alignement les partenaires sociaux. Voilà. Après, voilà, il y a des enjeux de négo, hein, forcément, il y a des enjeux potentiellement de désaccord. Je pense tout simplement sur la stratégie. Hein. À quel rythme on va, par exemple, vers une stratégie bas carbone, hein, entre les soucis de l'actionnaire et les soucis des salariés. Voilà, donc c'est des vrais grands enjeux. Donc le rôle, pour répondre à la question de Simon, il est mis dans la loi par ces fameuses consultations, formations, mais il est surtout pour moi une opportunité de dialogue social. Je veux dire, je vois mal un ordre. Aujourd'hui, quasiment chaque ordre du jour de votre CSE devrait comporter un item. Par exemple, on voit émerger des commissions environnement dans les CSE. On avait des commissions formation, des commissions logement. On peut très bien avoir une commission RSE, une commission environnement. Voilà. On a, par exemple, il y a la question de la représentation des personnels au niveau du conseil d'administration. Hein, voilà. Est-ce que, par exemple, il peut y avoir aussi des sièges au conseil d'administration permettant aussi d'intégrer ce genre de sujet? Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités, d'opportunités. On reste à votre disposition de toute façon pour en parler, parce que là-dessus, on a des expériences et on a des choses à partager avec vous. Il va être 15 heures. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, mais on va être touché par la fin. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Ça serait vraiment pas mal. Je pense que Alix est impatiente de répondre à vos questions. Oui, Je vois que Monsieur Drouet est en train d'écrire depuis tout à l'heure, donc peut-être une d'accord. question, je ne sais pas, mais D'accord. ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Non, je partage simplement mon Ah, pas de commentaire question. sur votre Ok, D'accord. intervention. désolé. Donc voilà, C'était je pas une dis question. simplement, je vous Oui, remercie simplement effectivement pour cette intervention. C'est un sujet qui, je trouve, est passionnant et qui va devenir effectivement culturel. Et c'est oui, une très bonne chose. Mais c'est un sujet encore très complexe. Donc, chaque intervention ou information que l'on peut avoir de ce type apporte toujours effectivement des précisions et des idées pour pouvoir nous améliorer. Je suis convaincu que c'est un axe de performance également. Donc voilà, c'était simplement pour vous remercier de cette intervention. merci à vous, merci, c'est toujours très encourageant Et et nous continuerons à vous proposer et à vous faire partager sur ces sujets-là dès que possible. Je vois que c'était très clair, merci Nathalie, et je crois qu'il y a Anne aussi peut-être qui nous écrit encore quelque chose. Je vous rappelle que à partir du moment où vous avez laissé votre email, nous on s'autorisera à vous envoyer le support. Théoriquement, si l'enregistrement a marché, il sera visible en replay.
Et puis, ben voilà, merci encore. Parler de tout ça autour de vous, dans votre entreprise, c'est aussi intéressant de pouvoir évangéliser sur ces sujets-là. Voilà. Merci à tous, merci Alix. Merci à vous deux. Merci et nous espérons que nous avons pu vous aider à vous engager dans la démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir, Au revoir. à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.